réunions, des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, merci beaucoup d'accepter de nous faire une mise au point, à nous, corps médical et paramédical, pour avoir des idées claires et les transmettre aux gens qu'on soigne. Merci à vous d'être venus. On est un 30 juin, c'est vrai que c'est pas forcément, on a peut-être les vacances en tête, bien que la météo ne soit pas nous travail. Mais on vous tenait surtout à relancer les réunions de notre association de FMC, parce que c'est important d'en parler. Les webinaires, certes, c'est très intéressant, c'est très bien, mais il y a quand même en place au niveau local l'échange, la convivialité et le fait de se connaître, de se rencontrer et de faire connaissance. Voilà la raison pour laquelle nous avons tenu à relancer ces réunions avant l'été, et il y en aura d'autres à la rentrée qui se feront peut-être sur le mode mixte, à la fois visio, à la fois présentiel. On va voir, on va réfléchir à tout ça. Et puis surtout, merci au CPTS aussi de participer à ces formations, et nous avions d'ailleurs le projet d'élargir le groupe de formation médicale qui était jusqu'à présent purement médical, de l'élargir à tous les professionnels de santé, en particulier ceux du bassin de Tarbes, mais peut-être de Lourdes aussi, du fer de Châtel, parce que bien, on s'aperçoit qu'on travaille de plus en plus en réseau de soins, qu'on partage les mêmes patients de toute façon. Et l'idée, c'est de partager les mêmes formations, de partager les mêmes informations et de donner les mêmes discours aux patients qu'on soigne. Voilà, nous allons laisser la parole à Mme Lancelot et merci à tous d'être venus. Merci. Merci. Pour précision, excusez-moi. Non. Je voulais remercier Dr Jalibert et Dr Lens qui vont filmer donc, pour faire le podcast où on fait votre intervention et qui ont été activés par moi-même il y a quelques jours, et donc ils ont été ultra actifs, comme toujours. Et donc ce sont des bénévoles de l'Université du Temps Libre, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'UTL, qui est un partenaire des centres Covid depuis longtemps, parce que Frédéric est venu, merci d'ailleurs, et qui travaille aussi au sein de la CPTS dans des parcours comme ICOP et d'autres. Voilà. Merci à vous. Et donc merci de m'avoir proposé de vous faire une petite mise au point sur la vaccination de l'adulte en juin 2022. Donc tout d'abord je me présente, Pauline Lancelot, donc on ne se connaît pas pour la grande majorité puisque je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, je suis infectiologue et je travaille sur les sites de Tarbes et de Lourdes depuis fin 2021. Voilà, donc on aura probablement l'occasion de se côtoyer au moins par téléphone régulièrement. Donc on m'a demandé de vous parler des vaccins de l'adulte. Donc je me suis largement inspirée du calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales qui sort tous les ans et qui est actualisé en avril, donc le dernier d'avril 2022. Et donc on va ce soir parler des adultes. Donc si on suit là-dessus, c'est très très simple, puisqu'il y a le DTP à 25 ans, 45 ans, et ensuite tous les 10 ans après 65 ans, une coqueluche à 25 ans, la grippe tous les ans à partir de 65 ans et le zona, une dose à partir de 65 ans. Donc c'est simple, bon, on va rentrer un peu plus dans les détails, c'est un petit peu plus complexe en réalité, mais il y a quand même des outils de plus en plus qui nous aident à simplifier et à essayer de s'en sortir avec ces choses qui évoluent très régulièrement. Donc l'idée c'était de faire un focus sur deux populations particulières, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Et puis forcément je vous parlerai de 2-3 autres choses qui ne concernent ni les femmes enceintes ni les personnes immunodéprimées et qui les concernent aussi sur la fin. Donc tout d'abord pour les femmes enceintes, les recommandations surtout qu'elles ont un petit peu évolué, ça va, c'est pas trop coupé vous voyez, c'est bon. Donc surtout qu'elles ont évolué, il y a des nouveautés dans le calendrier vaccinal de cette année, puisque la vaccination contre la coqueluche est recommandée maintenant pendant la grossesse, avec un objectif de protéger le nouveau-né. Donc cette vaccination elle est recommandée entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, c'est là où la réponse est la meilleure pour la transmission des anticorps, globalement à partir du 2e trimestre, et elle est recommandée à chaque grossesse. L'objectif, c'est qu'il y ait un transplacentaire passif des anticorps maternels, ce qui va permettre de protéger le nouveau-né qui a risque de faire des formes de coqueluche graves dans les premiers mois avant le début de la vaccination.
Si jamais la maman n'a pas pu être vaccinée pendant la grossesse ou si elle a accouché dans le mois qui suit la vaccination, il est toujours recommandé de faire la stratégie du cocooning, c'est-à-dire de vacciner l'entourage. Si elle a pu être vaccinée pendant la grossesse, c'est pas obligatoire de vacciner l'entourage. C'est toujours l'occasion de refaire le point sur les vaccins, mais du coup c'est plus indispensable. Le bébé est protégé par la vaccination pendant la grossesse. Donc ça c'est vraiment la nouveauté du calendrier 2022. Ensuite, pour la femme enceinte, il y a toujours la vaccination contre la grippe qui est recommandée quel que soit le terme, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des risques pour la mère avec des formes qui sont plus graves, des décès et plus d'hospitalisation pour des femmes enceintes qui font des grossesses au cours de la grossesse, des grippes au cours de la grossesse, et également des risques pour le fœtus avec plus de mort fétale. Donc la vaccination est à faire dès le début de la campagne de vaccination antigrippale, quel que soit le terme de la grossesse. Il y a des publications qui montrent que c'est très bien toléré, notamment pour les enfants, avec notamment une étude Walsh dans le BMJ en 2019 qui montrait pas d'effet à 5 ans sur les enfants. L'objectif de cette vaccination, c'est à la fois de protéger la mère et aussi le nourrisson. Et l'avantage, c'est que ça protège de la même façon avec le passage transplacentaire des anticorps, ça protège le nourrisson jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est les deux vaccins classiques recommandés particulièrement pendant la grossesse. Pour rappel, sont contre-indiqués les vaccins vivants. Donc je vous ai remis les vaccins principaux qui pourraient nous intéresser et qui sont contre-indiqués. C'est le ROR, la varicelle et la fièvre jaune. Donc un petit point sur la vaccination Covid pour les femmes enceintes. Les risques de Covid, on sait que pour les mères, globalement, il y a plus de formes graves, plus d'hospitalisation en réanimation pour les femmes enceintes. Alors principalement si elles cumulent d'autres facteurs de risque de Covid grave, obésité, des autres facteurs. Et il y a également des risques pour le fœtus. Alors ça c'est un peu moins bien documenté. Globalement, les études sont assez hétérogènes. Les unes montrent qu'il y a plus de risques de prématurité, plus de malformations in utero. Bon, elles sont assez concordantes quand même pour dire qu'il y a également des risques pour le fœtus. Donc, il y a un intérêt pour la vaccination dans ce cadre-là. Et on a de plus en plus de données sur la vaccination, quel que soit le terme, qui sont très rassurantes. Et donc notamment, il y a des données qui ont été publiées récemment, qui ne montrent pas de risque d'augmentation du risque de malformation. Et donc surtout une étude dans laquelle il y avait plus de 2000 femmes vaccinées au premier trimestre, pour lesquelles il n'y a pas de risque de malformation retrouvé chez les nouveau-nés. Donc un vaccin qui est bien toléré pour les nouveau-nés, pas non plus d'augmentation du risque de fausse couche. Sur la NSM, j'ai refait le point, ils remettent bien aucun signal chez les femmes enceintes et allaitantes, quel que soit le vaccin. Une bonne réponse vaccinale et une bonne tolérance des vaccins. Mais les vaccins qui sont recommandés pour la vaccination des femmes enceintes, ce sont les vaccins à ARN messager, donc quel que soit le terme. Les autres vaccins qui ne sont pas ARN messager, il n'y a pas assez de recul pour la tolérance pour les proposer pendant la grossesse. Et là, c'est de la même façon que pour les autres vaccins, il y a un passage transplacentaire des anticorps et des anticorps anti-spike qui sont retrouvés jusqu'à 6 mois, donc aussi un intérêt de protéger le nouveau-né. Donc, bon, maintenant les femmes enceintes ont souvent été déjà vaccinées avant et sont à jour de la vaccination, mais s'il y a besoin de faire une primo-vaccination, si elles n'ont jamais été vaccinées, c'est l'occasion de proposer une primo-vaccination, bien entendu. C'est aussi l'occasion de proposer le rappel si ça n'a jamais été fait, et si ça tombe dans les dates, voilà, vraiment, il faut y aller. Ça protège la maman et le bébé. Donc voilà pour les vaccins pendant la grossesse. Je vous ai refait un petit point sur le avant-après la grossesse quand même. Donc bien sûr, forcément, c'est l'occasion de remettre à jour le calendrier vaccinal. Et donc il y a des questions principalement pour les vaccins qui seront en plus contre-indiqués pendant la grossesse, avec la rubéole et la varicelle. Donc la rubéole, il est recommandé de faire une dose si la future maman n'a pas eu ces 2 doses ou si elle a une sérologie négative. Le vaccin n'existe pas seul, donc il faut faire une dose de ROR.
Souvent on se pose la question la maman avait eu 2 doses et en fait il y a eu une sérologie qui est négative. Parce que par exemple on savait pas, on n'avait pas le carnet de vaccination, donc on fait faire la sérologie et puis après elle vient avec le résultat de la sérologie qui est négative. En fait on a le carnet de vaccination et il y a la trace de 2 doses de vaccin. Dans ce cas-là c'est pas nécessaire de revacciner. C'est-à-dire que la sérologie va pas forcément être positive, mais il y a une mémoire et s'il y a un contact il va y avoir une réponse immunitaire rapide. Donc si elle a eu 2 doses ou si elle a une sérologie positive, ce n'est pas la peine de faire le rappel. Mais s'il n'y a eu qu'une seule dose ou pas, une dose de ROR. Les risques de la rubéole, pour rappel, il y a des risques de mort fœtale in utero, de rubéole congénitale malformative et de rubéole congénitale évolutive. La gravité en fait elle dépend du terme de la grossesse, principalement début de grossesse, c'est là où les formes sont graves vraiment avant 12 semaines d'aménorrhée. Entre 12 et 18, la plupart du temps, ça va être une surdité isolée. Après 18 semaines d'aménorrhée, la plupart du temps, ça n'a pas de conséquences. Et donc, pour rappel, si jamais elle n'est pas vaccinée avec une sérologie négative, il est recommandé de faire des sérologies mensuelles jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée si la sérologie était négative. Concernant la varicelle, de la même façon, il faut vérifier la vaccination ou l'antécédent de varicelle avant une grossesse. S'il n'y a pas de notion de varicelle, il ne faut pas hésiter à faire une sérologie parce que c'est quand même très fréquent d'avoir été en contact avec le virus de la varicelle, mais que ça n'ait pas été très marqué. Des fois, en vrai, il y a eu une vésicule, donc on n'a jamais cru que l'enfant avait fait la varicelle, mais en fait, il est protégé, il a des anticorps contre le VZV. Donc dans cette situation, on fait une sérologie s'il n'y a pas d'antécédent et si elle est négative, il faut vacciner avec 2 doses qui sont entre 4 et 6 semaines d'intervalle puisqu'il y a des risques de formes compliquées en cas de varicelle pendant la grossesse, des varicelles congénitales jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée, ensuite des risques de zona dans les 2 premières années du bébé pour les varicelles plus tardives après 20 semaines d'aménorrhée et juste avant l'accouchement, autour de l'accouchement, des risques de varicelle néonatale. Pour rappel aussi, si jamais une femme enceinte n'a pas été vaccinée contre la varicelle, n'a jamais eu la varicelle et qu'il y a un comptage pendant la grossesse, il y a des immunoglobulines qui existent, mais qu'il faut faire rapidement dans les 4 jours après le comptage et s'assurer que la sérologie est négative. En général, on n'est pas au courant, donc il y a quand même, c'est un peu pressé. Donc souvent, le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on fasse la sérologie à l'hôpital pour avoir le résultat un peu plus rapidement, pour être dans les 4 jours pour pouvoir faire les immunoglobulines, parce que ça arrive toujours le vendredi soir, c'est toujours pareil. Et on est souvent un peu limité sur le temps, mais on fait quand même la sérologie parce que dans toutes ces situations, régulièrement, heureusement, la sérologie est positive. Et pour rappel, les vaccins vivants sont contre-indiqués pendant la grossesse et donc c'est recommandé d'attendre 1 mois après la vaccination avec un vaccin vivant avant de débuter une grossesse. Donc ça, c'est les impératifs un peu si on a l'occasion d'y penser avant la grossesse. Et si jamais après l'accouchement, c'est de nouveau l'occasion de mettre à jour le calendrier vaccinal, notamment la coqueluche, si elle n'a pas pu être réalisée pendant la grossesse, il faut la proposer la vaccination. Normalement, c'est censé être proposé avant la sortie de la maternité. Le vaccin peut être fait même en cas d'allaitement. Donc ça, c'est la vaccination pour la mère. Du coup, si elle n'a pas été vaccinée pendant la grossesse ou moins d'1 mois avant le terme, il y a la stratégie du cocooning à faire, donc vacciner les personnes qui vont avoir des contacts rapprochés avec le nouveau-né. Et donc là, je vous ai remis parce que c'est souvent un peu moi je m'y perds un peu en tout cas, de savoir est-ce qu'il faut refaire la dose en fonction de quel âge ils ont, de quand ils ont reçu leur dernière vaccination coqueluche. Donc c'est les recommandations classiques en fait, hein, mais pour les personnes qui ont moins de 25 ans, il faut faire une dose de rappel si la dernière vaccination coqueluche date d'il y a plus de 5 ans, et pour les plus de 25 ans si elle date d'il y a plus de 10 ans. Et il faut qu'il y ait un délai, si jamais il y avait eu un DTP seul récent, il faut qu'il y ait 1 mois entre le DTP et le DTP coqueluche si on doit faire une dose de rappel.
Donc ça, c'est par rapport à la coqueluche. ROR, de la même manière, c'est recommandé de vacciner avant la sortie de la maternité, même en cas d'allaitement. Il y a des données très rassurantes à ce niveau-là pour remettre à jour et protéger le nouveau-né. Et c'est également l'occasion de reparler de la varicelle si elle était négative. Ça, en général, on attend que s'il y a un allaitement, on le fait après l'allaitement. Mais ça pourrait se discuter, notamment en cas de comptage pendant l'allaitement. On peut proposer une vaccination varicelle, c'est-à-dire si la mère qui allaite n'a jamais eu la varicelle et elle a un comptage pendant l'allaitement, on peut proposer une vaccination. Là, elle est plus immunodéprimée, donc elle n'a pas besoin d'immunoglobulines, et les données de tolérance sont bonnes pour proposer une vaccination dans ces circonstances-là. Donc ça, c'est pour information, il y a l'ANSM qui a fait une petite plaquette d'informations sur les différents vaccins pendant la grossesse, en remettant le listing de tous les vaccins existants, les informations sur le vaccin et la conduite à tenir par rapport à la grossesse, les trimestres, n'est pas recommandé, peut être utilisé, qu'est-ce qu'on fait si le vaccin a été fait. Et donc vous avez la liste de tous les vaccins sur cette fiche. Donc voilà, on voit que le Covid, c'est le vaccin ARN qui est recommandé, un DTP qui est recommandé DTP coqueluche pendant la grossesse, et la grippe avec un vaccin tétravalent, un Fluvac ou Vaxigrippe tétra, qui peuvent être utilisés. Et puis après, donc il y a les informations pour tous les autres vaccins. Donc globalement, c'est un peu en fonction de la balance bénéfice-risque à chaque fois de l'exposition, à part les vaccins vivants qui sont contre-indiqués. Donc voilà déjà pour la grossesse. Si vous avez des questions, on peut faire par étapes. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas, on a un petit comité, même si on est filmé, vous avez le droit d'intervenir. Bon, n'hésitez pas en tout cas. Donc maintenant, on va parler des personnes immunodéprimées. Alors là, c'est un peu un plus gros pavé. Et il existe la recommandation du HCSP qui commence à être un petit peu ancienne, je crois que c'est 2014, vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques. Bon, en pratique, il y a les réponses à toutes les questions à l'intérieur. Presque toutes les questions, parce qu'il y a quand même des nouvelles formes d'immunodépression qui n'étaient pas tout à fait comprises dans ces recommandations. Alors, elles sont un petit peu complexes parce que c'est un groupe qui est très hétérogène, les personnes immunodéprimées. Ça concerne de plus en plus de personnes, mais c'est très très varié. Donc notamment, et les recommandations qui sont prises en compte dans ce HCSP, ce sont les chimiothérapies, les greffes de cellules souches hématopoïétiques, les transplantations d'organes solides, les traitements par immunosuppresseurs, immunomodulateurs, pas trop biothérapie quand même, c'est assez moins renseigné, l'infection par le VIH, et après il y a également d'autres formes d'immunodépression qui ne sont pas particulièrement prises en compte là-dedans, par exemple la cirrhose qui est une forme d'immunosuppression, l'insuffisance rénale chronique, on le voit bien avec le Covid, ça elles font pas partie des recommandations. Il y a par contre des recommandations pour les déficits immunitaires primitifs et pour les asplénies. Bon, c'est donc un groupe très très hétérogène qui en vrai ne va pas avoir les mêmes recommandations, les mêmes réponses à la vaccination, mais ils ont quand même des points communs. Notamment, le point principal, c'est qu'il y a un risque accru d'infection chez toutes ces personnes immunodéprimées. Le risque, il est variable en fonction du type d'immunodépression, mais la morbimortalité est importante, et il faut retenir ce qui nous intéresse ce soir, c'est que quand même pour un certain nombre, il y a une prévention vaccinale qui est possible. Pour autant, il y a des limites à la vaccination dans ce groupe-là, notamment parce qu'en fait, il y a peu de données sur l'efficacité clinique, notamment parce que ce groupe est très hétérogène, donc c'est des études un peu difficiles à mener sur des patients aussi variés. Globalement quand même, on sait que ça varie en fonction des groupes, mais il y a une diminution de l'immunogénicité, ce qui explique certains schémas spécifiques qui sont proposés pour les personnes immunodéprimées. Et globalement, on peut retenir qu'il y a une contre-indication de principe à tous les vaccins vivants atténués. Il y a des petites nuances, mais
mais c'est ce qu'on peut retenir. Il y a un risque immunologique théorique qui reste assez faible, mais notamment qui est discuté pour des maladies inflammatoires. L'autre point commun, c'est que quand même c'est une population qui est largement sous-vaccinée. Donc il y a des études qui ont été menées à ce niveau-là, notamment qui montrent c'est donc pour les maladies de système, pour les patients d'hématologie, pour les patients transplantés, que ce sont des patients qui ne sont pas bien vaccinés. Et ce qui est assez étonnant, ou on s'en doute, ou je ne sais pas, mais en tout cas on peut sûrement jouer dessus, c'est que dans la majorité des cas, c'est parce que la vaccination n'a pas été proposée par un médecin. Dans 58% des cas, là, sur une étude sur les maladies de système. Donc, et c'est vrai que c'est assez fréquent d'entendre des patients, ah ben non, on m'en a pas parlé, ou parfois, même on me l'a contre-indiqué. Alors ils se rappellent très bien qu'il y a 30 ans on leur avait contre-indiqué et ils s'en rappellent pour toute leur vie, mais quand même on a sûrement des choses à faire de ce niveau-là pour améliorer la vaccination de ces personnes. Donc si on essaie un peu de voir les principes généraux sur l'ensemble du groupe, globalement c'est déjà il faut tenter de mettre à jour les vaccinations le plus tôt possible, parce que les maladies qui vont avancer, ça va être des traitements immunosuppresseurs qui vont se surajouter, des maladies qui vont évoluer par elles-mêmes, et donc plus ça va avancer, probablement moins la réponse vaccinale sera forcément bonne, certains vaccins contre-indiqués. Donc dès qu'on rentre dans ce type de maladie-là, il faut mettre à jour le calendrier vaccinal. Donc sachant que les vaccins vivants sont contre-indiqués, et donc là je vous ai remis notamment pour les corticoïdes, parce qu'on se pose souvent la question, quel est le seuil d'immunosuppression sous corticoïdes, et donc ce qui est défini, c'est à partir de 10 mg d'équivalent prédnisone jour pendant plus de 2 semaines. À partir de ce seuil-là, la vaccination par des vaccins vivants est contre-indiquée. Pour les traitements immunosuppresseurs, pour les biothérapies, il faut attendre au moins 3 mois après l'arrêt du traitement, et 6 mois pour le rituximab. De la même façon, pour les bolus de corticoïdes aussi, il faut attendre 3 mois après les bolus. Et concernant le VIH principalement, les CD4 inférieurs à 200, c'est le seuil qui est fixé pour la contre-indication des vaccins vivants atténués. Et globalement, quoi qu'il arrive, le BCG est contre-indiqué pour les personnes immunodéprimées. Et donc pour les autres vaccins, un des problèmes principaux quand même, c'est que ce sont des personnes qui sont très à risque, mais ce sont des personnes qui ne répondent pas bien à la vaccination. C'est bien documenté pour la grippe, le pneumocoque, et bon là on s'en est bien rendu compte si on avait un doute avec le Covid. Et donc notamment ça explique des schémas différents, et principalement le fait que le DTP soit recommandé tous les 10 ans à l'âge adulte, c'est pas le 25, 45, 65, c'est tous les 10 ans pour toutes les personnes immunodéprimées du fait de cette réponse immunologique moindre. Ça a tendance quand même à passer un peu souvent à la trappe, parce que c'est plus, quand on s'est habitué au 25, 45, 65, et il y a des petites nuances. Donc là, c'était pour faire un petit point par rapport à la grippe saisonnière. Donc, ce qu'on sait, c'est que globalement, chez les personnes immunodéprimées, la réponse à la vaccination contre la grippe est moins bonne. Mais malgré tout, il y a quand même des études qui nous montrent une efficacité vaccinale, même dans des groupes de personnes qui sont très immunodéprimées. Alors, vous ne devez pas voir le bout. Là, c'était une méta-analyse d'études qui évaluait l'incidence des syndromes grippaux et des grippes confirmées chez des personnes vaccinées versus des personnes non vaccinées, et qui montre en fait sur le schéma, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous sortez du diaporama, tant pis, on peut tenter. Échappe. Ouais, vous faites. Voilà, déjà c'est mieux. Déjà vous voyez le bord. Bon. Et donc ça montre en fait l'effet protecteur de la vaccination. Je ragrandis un. Hop. Hop. Non, mais après c'est
j'ai pas non plus des tonnes de choses marquées dessus. L'effet protecteur de la vaccination de la grippe, donc qui pour diminuer l'incidence des syndromes grippaux, qui est bien montré pour les personnes infectées par le VIH, des personnes suivies pour des cancers et des personnes transplantées d'organes. Donc même si la vaccination, la réponse à la vaccination est moins bonne, malgré tout, ça protège contre les syndromes grippaux. Donc après, bien sûr, le problème de l'efficacité de la vaccination contre la grippe, c'est l'efficacité va dépendre de la souche vaccinale, notamment aussi surtout de l'adéquation entre la composition du vaccin et le virus circulant l'hiver donné, et puis du terrain, moins bonne chez les sujets âgés, chez les personnes immunodéprimées. Et donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'immunisation durable, avec les souches d'une année sur l'autre, et que donc il est recommandé de vacciner avec un vaccin quadrivalent qui contiennent les souches AH1N1 et AH3N2 et les autres évolutives. Et donc là, je vous ai remis la longue liste que je pense vous connaissez bien, mais des personnes pour lesquelles il est recommandé une vaccination annuelle contre la grippe. C'est globalement très large et c'est globalement toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, des maladies chroniques, qui sont dans des ALD et de façon assez large. Et puis après, toutes les personnes, on va en reparler, mais qui sont dans l'entourage de personnes immunodéprimées et les personnels soignants. Et il y a également aussi, je vous rappelle, les personnes qui ont un IMC supérieur à 40. Juste un petit point parce que c'est dans les nouveautés aussi du calendrier vaccinal. Il est maintenant recommandé de vacciner contre la grippe les personnes qui sont exposées au virus porcin et aviaire, au virus influencé. Ça, c'est dans un but de protection collective. C'est pas pour protéger les personnes des virus aviaires et porcins, mais c'est pour éviter que les personnes transmettent le virus humain aux animaux et qu'ensuite ça puisse muter et faire des épidémies ou des pandémies par mutation de virus. Donc c'est vraiment dans un objectif de protection collective que cette recommandation est maintenant proposée. Donc ça, c'est pour la vaccination contre la grippe qui est recommandée donc tous les ans. Un petit point sur la vaccination contre le pneumocoque. Globalement, le pneumocoque, il y a des données qui montrent l'impact du pneumocoque et donc notamment des infections invasives à pneumocoque, puisque les pneumopathies à pneumocoque sont très difficiles à diagnostiquer objectivement pour des études. Donc c'est les infections invasives à pneumocoque qu'on retrouve. Et donc là, c'est notamment une méta-analyse. Je ne sais plus ce que c'était comme étude d'ailleurs. Je crois que c'était une méta-analyse qui comparait, qui essayait d'évaluer les facteurs de risque d'infection invasive à pneumocoque en évaluant différents groupes et en le comparant avec une population en bonne santé. Donc c'était sur un suivi, je crois, en Angleterre avec les bases de données, donc sur des suivis sur de nombreuses années, avec des populations très importantes. Et donc on voit effectivement que les personnes immunodéprimées, donc là vous voyez pas sur les listes de gauche, mais donc ici dans le cadre en rouge là, ce sont les personnes qui ont suivi pour un cancer, infection par le VIH et maladie hématologique, donc avec des surrisques d'infection invasive à pneumocoque très élevés, mais qu'on retrouve également ici, ce sont les pathologies cardiaques chroniques, pathologies respiratoires chroniques, et il y a également le diabète. Et qui retrouvent effectivement que dans ces populations particulièrement immunodéprimées, mais également les autres qui ont des pathologies chroniques, un surrisque d'infection invasive à pneumocoque. Donc je vous rappelle par rapport aux vaccins contre le pneumocoque existants, il y a 2 vaccins
commercialisé actuellement. Il y a le vaccin conjugué 13 valents, c'est le Prevnar 13. Globalement, ce vaccin, si on peut retenir de façon un peu simple, le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de valence, mais c'est lui qui donne un peu la meilleure réponse. Et notamment la meilleure réponse chez les personnes immunodéprimées, les personnes âgées qui répondent pas bien à la vaccination. Parce qu'en fait, le petit schéma là, c'est pour montrer qu'il a à la fois une réponse B, donc c'est la partie d'en haut, où il va permettre la fabrication des anticorps, mais il a aussi une réponse T, et donc fabriquer une réponse cellulaire, et qui va avoir une meilleure réponse fonctionnelle, une meilleure avidité, ce qui permet aussi notamment d'avoir une immunité muqueuse, et donc diminuer le portage du pneumocoque, et donc avoir un impact sur l'immunité. On va dire qu'il y a une meilleure réponse pour faire un peu simple. L'autre vaccin qui existe, c'est un vaccin polyosidique 23 valents, le pneumo 23, qui lui n'a qu'une réponse B au niveau cellulaire, et donc avec une durée limitée des anticorps qui sont détectables pendant uniquement 5 ans et pas de réponse mémoire. Et dans les études sur l'efficacité sur les infections invasives à pneumocoque, une efficacité qui est modérée, variable en fonction bien sûr de l'état d'immunodépression, de l'âge du patient. Donc ce qui est recommandé maintenant, et c'est simplifié depuis 2017, c'est au final pour nous c'est simplifié parce que c'est la même chose pour toutes les personnes pour lesquelles il est recommandé une vaccination contre le pneumocoque, c'est de faire une vaccination avec ce qu'on appelle le schéma Prime Boost, c'est-à-dire on fait d'abord un VPC 13, donc le vaccin conjugué 13 valents, et au moins 8 semaines plus tard on fait un vaccin polyosidique 23 valents, le pneumo 23. Il ne faut pas faire moins de 8 semaines parce que ça diminue l'efficacité de la vaccination. Si c'est davantage, il n'y a pas de problème. Après, l'intérêt c'est de protéger les patients, donc ça ne sert à rien de trop attendre. On est parfois un peu en difficulté quand on ne sait pas trop parce qu'ils ont déjà eu des vaccins auparavant. Donc souvent il y a la difficulté des patients qui avaient déjà eu un vaccin polyosidique 23 valents, un pneumo 23. Donc il faut attendre au moins 1 an avant de réaliser le VP13, un Prevnar, et il faut qu'il y ait au moins 5 ans, vous voyez pas trop, entre les deux vaccins polyosidiques 23 valents. Et ensuite, pour ce qu'on commence à voir maintenant, les premiers patients qui ont eu le schéma Prime Boost normal, on leur fait un rappel au bout de 5 ans uniquement avec le 23. Pour information, il devrait sortir prochainement un peu un équivalent du Prevnar 13 20 valents probablement l'année prochaine. Donc il va avoir un effet de couvrir plus de valence. Donc maintenant c'est ce schéma vaccinal pour tout le monde, donc le Prime Boost, un VP13 puis au moins 8 semaines plus tard un pneumo 23 et qui est recommandé donc pour toutes les personnes immunodéprimées, mais également pour toutes les personnes qui sont à risque d'infection à pneumocoque, et donc notamment insuffisance respiratoire, toutes les pathologies cardiaques chroniques, insuffisance rénale, hépatopathie chronique, le diabète dès qu'il n'est pas équilibré par le simple régime, et ensuite les problèmes de brèche ostéoméningés ou implant cochléaire. Donc ça c'est pour la vaccination pour le pneumocoque. Donc une question qu'on se pose souvent, c'est à quel moment vacciner les patients. Donc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est le plus tôt possible au cours de la maladie et si possible avant de débuter les traitements immunosuppresseurs. Bon, en général il y a beaucoup de choses à faire quand il y a une annonce de cancer et qu'il faut attaquer la chimiothérapie, mais notamment il y a aussi les vaccinations, puisque ensuite il y a un risque de moindre efficacité, et puis il y a les problèmes avec les vaccins vivants qui vont être contre-indiqués. Donc là ça reprend les recos qu'il y a dans le HCSP, en fait en fonction du type d'immunosuppression, à quel délai il faut faire un vaccin vivant atténué avant de démarrer une chimiothérapie, avant la transplantation, avant la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc en général à faire au moins 4 semaines avant. Et après, à partir de quel délai on peut reprendre par exemple une vaccination fièvre jaune après la fin de ces différents traitements.
Donc là, ça dépend de la persistance en fait de l'immunosuppression en fonction des différentes chimiothérapies, des biothérapies, des greffes de cellules souches. Et ça, c'est par rapport aux vaccins inactivés. Donc de la même façon, quand est-ce que c'est le plus opportun de vacciner? Donc bien sûr avant l'immunosuppression, mais quand il y a des vaccins à faire et malgré tout, donc par exemple pour les personnes infectées par le VIH, on va avoir tendance à essayer de vacciner plutôt quand l'infection est contrôlée, voire même quand l'immunité est un petit peu restaurée pour avoir une meilleure réponse vaccinale. Ça va dépendre du risque, hein, bien entendu. Par exemple, l'hépatite B, s'il y a des prises de risque, on ne va pas forcément attendre un bon contrôle immunologique pour proposer la vaccination. Pour les transplantés, donc avant ou 6 mois après. Pour les chimiothérapies, il faut faire un rappel des vaccins du calendrier après la fin de la chimiothérapie. Et une question qu'on se pose souvent, c'est typiquement c'est la grippe, à quel moment on le fait? Il est en cours de chimio, à quel moment? La meilleure réponse, c'est entre 2 cures de chimio, au milieu globalement entre les 2 cures de chimio. Et après les greffes de cellules souches hématopoïétiques, il faut reprendre toute la vaccination puisqu'il y a plus globalement il n'y a plus d'anticorps, donc on reprend tout au début. Ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est de vacciner l'entourage. Donc principalement pour la grippe, mais aussi pour les infections pour lesquelles la personne ne peut pas ou est moins bien protégée, et donc notamment par rapport à rougeole, rubéole et varicelle. Donc c'est vraiment recommandé de faire le point par rapport à ces vaccins-là pour protéger la personne immunodéprimée. De la même façon, la vaccination du personnel soignant. Et ne pas oublier donc qu'en cas d'exposition à risque de contact, il y a des immunoglobulines qui existent pour la rougeole et pour la varicelle. Donc pour les femmes enceintes aussi, il y avait la rougeole, hein, je vous avais parlé de la varicelle, mais il y a aussi des immunoglobulines pour la rougeole. Et pour les personnes immunodéprimées, en fonction de l'immunosuppression, peut se discuter ces immunoglobulines, et qui sont toujours un peu la course contre le temps pour arriver à les faire à temps dans les suites du comptage. Avoir la sérologie pour pouvoir faire les immunoglobulines à temps. Donc ça, c'est un peu de façon globale pour les personnes immunodéprimées. Et je vous ai refait un petit point par rapport aux patients splénectomisés qui sont malheureusement aussi pas très bien vaccinés. Donc pour rappel, suite à une splénectomie, il y a une susceptibilité principalement, pas que, mais principalement aux bactéries encapsulées. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire le point sur la vaccination. Chez l'adulte, pour rappel, il y a une chimioprophylaxie par auracyline qui est recommandée pendant 2 ans après la splénectomie. Et puis l'éducation du patient sur pas de tabac, la conduite à tenir en cas d'exposition, et notamment en cas de fièvre, ce qu'il doit faire. Donc les différents vaccins, donc il y a certains dont on a un peu parlé. Pour le coup, le DTP, c'est comme pour la population générale, il n'y a pas de risque particulier par rapport à ça. Pour le pneumocoque, c'est le schéma classique des personnes immunodéprimées, c'est vraiment le risque de la personne splénectomisée, c'est le pneumocoque, un des risques, c'est le pneumocoque. C'est principalement pour protéger du pneumocoque qu'il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe tous les ans, parce qu'une infection par la grippe, c'est le lit pour pouvoir faire une surinfection à pneumocoque. Donc c'est pas vraiment la grippe qui a risque en soi, c'est une surinfection à pneumocoque qui a risque. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de les vacciner. Et après il y a la vaccination bien sûr pour le méningocoque. Donc il y a le méningocoque ACYW et le méningocoque B. Donc tout ça c'est très bien fait dans le HCSP, il y a des tableaux avec les dates, les délais, les rappels, mais donc à la phase initiale c'est 2 doses pour le ACYW à 6 mois d'intervalle et 2 doses pour le méningo B, et c'est aussi recommandé de faire 1 dose pour l'hémophilus influenza B. Alors ça, il y a des périodes de rupture d'approvisionnement, donc c'est
pas le plus indispensable à faire dans les vaccins, mais quand il est disponible, c'est recommandé de le faire. Et ça, c'était je vous ai remis, c'était le protocole qu'on avait quand je travaillais à Toulouse sur les vaccinations dans les suites de splénectomie, parce que du coup, ça fait pour essayer de grouper les vaccins. Donc, en fonction de si c'était une splénectomie programmée, une vaccination qu'on commençait 1 mois avant, et les splénectomies en urgence, ce qui arrive fréquemment, pour lesquelles on est souvent sollicité. La question, c'est un peu à quel moment commencer la vaccination après une splénectomie en urgence, à quel moment le patient va le mieux répondre. La réponse est probablement un peu le plus tardivement possible après la splénectomie, mais il ne faut pas non plus trop attendre parce qu'il faut les vacciner. Et aussi, en général, ce qu'on fait, en fait, c'est avant la sortie d'hospitalisation pour que ça ait été débuté et que vraiment ça passe pas à la trappe. Donc, en général, c'est un J15, J21, on commence la vaccination et après on déroule les différents vaccins sur les semaines qui suivent. Pour information aussi, il devrait y avoir un nouveau ACYW commercialisé qui aurait potentiellement, à confirmer avec des études, mais un peu plus d'efficacité sur le méningo C qui devrait sortir, je crois, l'année prochaine. Bon, qui devrait sortir, c'est le genre de truc où c'est l'année prochaine depuis 4 ans, mais peut-être un jour. Non, pas pour cela, mais vous verrez pour d'autres, il y en a qu'on attend un petit peu depuis quelques temps. Donc voilà pour le point sur les personnes immunodéprimées. Ça permet de refaire le point quand même sur les principaux vaccins dont on se pose la question au quotidien, c'est quand même la grippe et surtout le pneumocoque, pour lequel on a une marge de progression pour, je pense, beaucoup de populations. Alors je pense que les très immunodéprimés, on y pense, les diabétiques, insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires, on y pense un peu plus, cirrhotiques, insuffisants rénaux, je pense qu'on a une petite marge de rappel de vaccins pour quelques patients à ce niveau-là. Donc ensuite, je vous ai fait des petits points qui m'intéressaient, dont j'avais envie un peu de parler. Donc un petit point sur les personnes migrantes, notamment parce qu'en fait c'est super bien fait dans le calendrier vaccinal. Avant, on galérait pas mal et maintenant vraiment il y a des tableaux et c'est très très bien fait. Donc ça c'est un exemple de tableau, mais c'est même pas le seul. Ça c'est le tableau pour les migrants primo-arrivants. Qu'est-ce qu'on fait, le DTP, on n'en fait qu'un, comment on fait, on ne sait pas ce qu'il a reçu. Donc ils expliquent avec les sérologies, dans le calendrier, dans le petit topo, là, le calendrier vaccinal, il y a les seuils des anticorps tétaniques. En fonction de tel seuil, on refait 1 dose, 2 doses, quel délai. C'est vraiment très bien marqué et ça c'est vraiment le petit schéma, le petit tableau qui récapitule tout ça. Donc de mettre à jour le DTP, le ROR, le méningocoque C jusqu'à l'âge de 24 ans, le papillomavirus et après en fonction hépatite B, plus ou moins varicelle. C'est fréquent que les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, ils ont rarement eu la varicelle, donc il faut vraiment penser à leur faire la sérologie. Là par exemple les premières varioles du singe, suspicion de variole du singe, c'était des varicelles chez des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Donc voilà, il faut y penser à leur faire les sérologies parce que la varicelle à l'âge adulte, vous savez, c'est pas très très sympa. Donc vraiment, c'est très bien fait. Il y a des schémas aussi qui disent à tel âge, vous êtes censé avoir eu 3, 4, 5 doses de tel vaccin. Et donc en fonction de vous savez ce qu'il y a dans le carnet de vaccination, bon, il en a eu 3, il est censé en avoir 4, ben, il lui manque un rappel. Voilà, ils sont vraiment bien faits, donc appuyez-vous là-dessus pour vacciner. Et je vous ai mis un peu d'actualité malheureusement, mais le schéma, le calendrier vaccinal qui est recommandé en Ukraine, un pays où la couverture vaccinale n'est quand même pas très très bonne. Alors il y a eu des progrès sur les dernières années, mais bon, vous voyez que
Bon, le DTP, 3 doses, c'était 23% en 2015. Quoi. Bon, c'était 80% en 2019. Mais... Donc ça, c'est le calendrier vaccinal de l'Ukraine qui a été traduit en dessous avec leur vaccin et les différents schémas. Donc ça peut aider quand on reçoit des enfants de voir un peu où c'est qu'ils en sont. Et en fait, sur le CDC, vous avez des tables de vaccination en fonction des pays d'Europe. Et en fait, vous avez les calendriers vaccinaux des différents pays d'Europe. Donc c'est assez intéressant pour toutes les personnes qui arrivent où on n'en sait pas où ils en sont de la vaccination pour essayer de les mettre un peu plus à jour. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et ça aide beaucoup dans ces consultations où déjà en plus il y a la barrière de la langue, si jamais il y a un papier, on comprend pas forcément, on sait pas forcément le traduire. Donc c'est aidant, ça permet de retrouver un peu où on en est. Quand même, parce que ça faisait partie des choses de mon calendrier du début simplex. Il y avait le DTP, coqueluche, la grippe et le zona. Donc il fallait quand même que je dise un petit mot dessus. Le vaccin qu'on a actuellement, c'est le Zostavax. C'est un vaccin vivant atténué qui est dans le calendrier vaccinal depuis 2017 et c'est recommandé de faire une dose entre 65 et 74 ans. Et pour l'instant, il est toujours noté que la nécessité de rappel n'est pas connue. Donc c'est un vaccin vivant, donc une injection en sous-cutané. Le problème notamment, c'est qu'il est contre-indiqué chez les patients immunodéprimés vu que c'est un vaccin vivant et qu'il a une efficacité qui reste modérée. Là, donc je vous le lis parce que c'est écrit un peu en petit, mais donc là notamment c'était une étude Princeps sur ce vaccin qui montrait, alors chez tous les patients, bon ça varie un peu entre 60, 69 ans et 70 ans et plus, c'est pas vraiment 65 ans et plus, mais une efficacité pour diminuer l'incidence du zona uniquement de 51%, une efficacité qui est quand même plus importante, et c'est quand même ça qui nous intéresse, pour réduire les douleurs post-zostériennes, qui est plus élevée, qui est de 66%, puisque quand même le zona c'est une infection fréquente qui augmente avec l'âge, et dont la problématique principale ça reste quand même les douleurs post-zostériennes, donc c'est surtout là-dessus qu'on attend l'efficacité, mais bon, donc elle reste quand même un petit peu limitée, mais pour l'instant c'est le seul vaccin qu'on ait, qui n'est remboursé qu'à 30%. Les mutuelles prennent en charge en général la différence. Et donc juste un petit mot, c'était pour ça que je disais les vaccins qu'on attend depuis longtemps, parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on nous parle du vaccin du zona qui est soi-disant plus efficace. Donc qui est un vaccin sous-unitaire recombinant qui a eu la MM européenne en mars 2018. Et j'ai l'impression que tous les ans on dit c'est pour l'année prochaine. Alors je crois que le Covid n'a pas dû lui faire du bien, mais on attend la date de commercialisation en France. Il est commercialisé dans pas mal de pays d'Europe. Lui, donc c'est un vaccin sous-unitaire recombinant. On fait 2 injections à 2 mois d'intervalle. De la même façon, la question du rappel pour l'instant est un peu en suspens. Et il y a des études, donc notamment la une du New England Journal, qui montre une efficacité qui est très intéressante, avec des réductions de risque de zona qui sont globalement de plus de 90%, un peu quel que soit l'âge. Donc la cible de cette vaccination, c'est l'adulte de plus de 50 ans. La question, c'est surtout l'intérêt chez l'immunodéprimé. Théoriquement, c'est probablement très intéressant. En tout cas, c'est un vaccin qu'on peut faire. Après, il n'y a pas encore beaucoup de données sur l'efficacité. Il y a quelques données sur par exemple sur des patients infectés par le VIH, mais en fait, dans l'étude, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui ont moins de 200 CD4. Mais il y a quand même pour l'instant beaucoup de données chez les personnes immunodéprimées, mais c'est probablement la cible de ce vaccin qui sûrement ne devrait pas trop tarder.
Et je voulais aussi vous faire un petit point sur la vaccination population LGBT, donc principalement les HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, pour vous rappeler qu'il y a quand même quelques vaccins à leur proposer qui font pas partie du calendrier vaccinal classique auquel on ne pense pas forcément. Il est recommandé une vaccination contre le virus de l'hépatite A pour tous les HSH, pour dire plus rapidement. Donc c'est 2 doses qui sont recommandées à au moins 6 mois d'intervalle. En fonction des périodes, notamment quand il y a des pénuries de vaccins, on recommandait de faire une sérologie avant la vaccination, qu'on a tendance à faire un peu facilement parce que souvent on la cale dans un des bilans d'IST et c'est un peu l'entrée dans la consultation, donc souvent il y a une sérologie hépatite A où il faut bien préciser les anticorps totaux et pas les IgM, et si elle est négative, proposer une vaccination, on peut aussi la proposer d'office. Le vaccin de l'hépatite B qui est recommandé en fait pour globalement à peu près toute la population, hein, quasiment tout le monde peut rentrer dans une des cases des indications de l'hépatite B, mais donc notamment les HSH. Et pour vous rappeler, donc le schéma classique, en général c'est M0, M1, M6, mais il existe aussi un schéma accéléré quand on veut obtenir une immunisation rapide, notamment pour les voyages, mais aussi quand il y a des prises de risques fréquentes, c'est intéressant d'avoir une immunité plus rapide. Et donc il y a un schéma accéléré, c'est J0, J7, J21, et par contre il faut faire un rappel à 1 an et pas oublier le rappel pour que l'immunité dure. Et pour rappel aussi, il existe un vaccin conjugué hépatite A, hépatite B pour limiter le nombre d'injections. Ça permet aussi de dire 2 mots sur le vaccin contre le papillomavirus qui est recommandé pour tous maintenant, filles et garçons jusqu'à l'âge de 19 ans, mais pour les HSH jusqu'à l'âge de 26 ans. Et donc à l'âge adulte, le schéma c'est M0, M2, M6. Et au passage, je me suis permis de l'apprendre parce que c'était moi qui l'avais faite quand je travaillais à l'hôpital, donc c'est pour ça que j'avais le droit de mettre ma petite plaquette. Il y avait un petit topo sur les personnes vivant avec le VIH. Donc pour rappeler que donc il y a la vaccination de DTP coqueluche et ils font partie du groupe des personnes immunodéprimées. Donc c'est recommandé une vaccination tous les 10 ans. L'hépatite B, on fait pas toujours ça, mais en théorie c'est recommandé de faire une vaccination avec une double dose du fait de la réponse vaccinale qui est moins bonne. Donc c'est une double dose à M0, M1, M2 et M6, donc ça fait 8 doses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait 2 doses de vaccin. C'est ce qui est recommandé, on ne le fait pas pour tous les patients, on le fait notamment quand ils ne sont pas bien contrôlés ou au niveau virologique ou au niveau immunologique. Et donc comme on en a parlé tout à l'heure pour les personnes immunodéprimées, la grippe qui est recommandée tous les ans et le pneumocoque avec le schéma Prime Boost. Et refaire le point sur le calendrier vaccinal classique et notamment le méningocoque C où il y a un rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc voilà un peu pour les points annexes dont je voulais un petit peu discuter. Toujours pas de questions? Oui. Au cours de votre exposé, vous avez parlé du principe de se faire vacciner pour les virus porcins et les virus aviaires oui. pour éviter les transmissions vers les animaux. Oui. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ça protège vraiment? C'est prouvé. Il n'y a pas d'études sur l'efficacité pour le diminuer, mais ce qu'on sait, c'est que ce qu'on craint, c'est des risques de transmission de virus de l'homme vers les animaux ou dans l'autre sens, et après de mutations qui pourraient être responsables d'épidémies avec des virus qui auraient muté par les animaux. Donc c'est dans ce sens-là que c'est proposé. Mais ça doit exister depuis longtemps. Pourquoi l'appliquer maintenant? À cause notamment des relations proches qu'il y a entre les hommes et les animaux et qui nous montrent ces derniers temps que... Et notamment des virus aviaires qui circulent énormément actuellement. Hein. De la grippe aviaire qui a un grave problème actuellement pour toutes les volailles et oiseaux actuellement particulièrement. C'est pour cette raison que c'est proposé. Vous êtes perplexe? On va s'arrêter. D'accord.
Donc quelques mots maintenant pour la vaccination, par rapport à la vaccination Covid. Donc là, je vous ai noté, c'est les dernières infos que j'avais retrouvées, je l'avais préparé la semaine dernière, alors il y a peut-être une petite actualisation, j'ai pas remis à jour, sur la vaccination Covid en France, où on en est. Donc c'était, ça c'est les données de Géode au 21 juin. Donc je vous ai mis les chiffres en France et les chiffres dans le 65 pour qu'on ait un peu une idée de la couverture vaccinale ici, c'est toujours intéressant. Donc en France, il y a donc, au 21 juin 81,1% de la vaccination qui a reçu de la population qui a reçu la primo-vaccination, pardon. Donc c'est des chiffres qui sont similaires dans le 65. Des groupes qui sont très bien vaccinés, notamment les 50-59 ans, 95%, 60-70 ans en fonction de la tranche d'âge entre 92-94%, 70-79 ans, 99% qui a reçu la primo-vaccination, mais quand même seulement 88% des plus de 80 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même 12% des plus de 80 ans qui n'a pas reçu de primo-vaccination contre le Covid. Concernant les rappels, donc là je vous ai pas remis les chiffres du 65 parce que c'est globalement les mêmes qu'au niveau de la France. Donc c'est en fonction des tranches d'âge. Donc 18-39 ans, bon, un peu moins, 62-65%. Ensuite plutôt 80% pour les 50-70 ans. 70-79 ans qui sont très bien, qui ont eu bien leur premier rappel, 91%. Et là encore une fois les plus de 80 ans, seulement 76% qui ont reçu le premier rappel. Et donc le deuxième rappel, on en est très loin, mais uniquement 22% des plus de 80 ans qui ont reçu le deuxième rappel et uniquement 15% dans le 65. Alors qu'on commence, ça c'était les... Qu'est-ce que je vous avais mis? Je pense que c'était... Ouais, c'est ceux qui ont eu une dose de rappel. Donc on voit quand même que la dose de rappel, les gens l'ont eu... décembre, janvier, on va dire. Donc pour les 80 ans à 3 mois, on va en reparler, mais ça fait longtemps qu'on pouvait le faire. Et ce qui explique ce qui explique probablement en partie là où on en est maintenant, c'est-à-dire une impression, ça c'est les chiffres qu'il y a sur Covid Tracker. Je sais plus quand je l'ai fait, quelle journée, je l'ai fait mardi soir, des cas de Covid donc dans le 65, et on voit qu'il y a une remontée des cas de Covid et des cas également de personnes hospitalisées. Donc on parle de début de 7e vague. En tout cas, on a l'impression quand même qu'on est à 6 mois de la vaccination et qu'il y a un effet. Et nous, on le voit en pratique, hein, les personnes qui sont hospitalisées quand même, alors elles ne sont pas toutes hospitalisées pour le Covid et des fois c'est des découvertes fortuites, les patients sont hospitalisés pour autre chose, on les teste et ils ont le Covid, mais quand même les personnes qui sont hospitalisées pour le Covid, c'est des personnes qui sont fragiles, qui répondent pas très bien et qui sont à 6 mois de la dernière dose. Donc on a quand même un peu l'impression que le vaccin est efficace et qu'à 6 mois on perd en efficacité. Donc les vaccins aujourd'hui, ce dont on parle maintenant pas mal, c'est le deuxième rappel vaccinal, mais vous avez vu qu'il y a encore de la marge pour la primo-vaccination et pour le premier rappel. Donc vraiment, maintenant c'est bien identifié parce qu'au début du premier rappel, quand même, on s'y perdait un peu à comprendre 3e, 4e dose, on savait plus trop où c'est qu'on en était. Il y a la primo-vaccination qui est en général, c'était 2 doses. Parfois 3 doses pour les personnes immunodéprimées, mais c'était 3 doses rapprochées. Elles avaient une 3e dose qui était proposée à 1 mois des 2 premières doses. Et après, il y a le premier rappel. Et ensuite, il y a le deuxième rappel. Ça, vraiment, maintenant, on parle comme ça. Premier rappel, deuxième rappel. Finalement, est-ce que vous avez eu 4-5 doses? Si vous avez eu 5 doses au tout début parce qu'on croyait qu'une Xème dose, ça allait faire mieux, bon, ça reste une primo-vaccination. Et on compte après en rappel. Donc, les personnes actuellement qui sont éligibles à un deuxième rappel, puisque le premier rappel, c'est pour la primo-vaccination et le premier rappel, c'est pour tout le monde. Donc maintenant, il y a un deuxième rappel qui est recommandé. Pour les personnes qui sont sévèrement immunodéprimées, c'est recommandé depuis le 28 janvier. L'écart entre le premier rappel et le deuxième rappel doit être minimum de 3 mois. Pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes résidentes en EHPAD et en USLD, ça, pour eux, c'est recommandé depuis le 14 mars. Et pour ces personnes-là aussi, un délai minimum de 3 mois entre le premier et le deuxième rappel.
Et pour les personnes de plus de 60 ans, qu'elles aient ou non des comorbidités, depuis début avril, il est recommandé de faire un deuxième rappel. Pour ces personnes-là qui répondent mieux à la vaccination, l'écart reste de 6 mois. Et donc il y a des petites nuances en fonction de, au milieu de tout ça, on a eu le Covid. Et là, il faut un peu s'y retrouver. Je vous l'ai fait en 2 fois parce que, en fonction de comment vous retenez le mieux. Par rapport à quand est-ce qu'on fait le deuxième rappel quand il est indiqué, si on a eu une infection Covid après le premier rappel, plus de 3 mois après le premier rappel, c'est 2 événements immunologiques distincts, donc cette infection Covid et un deuxième rappel. Donc on ne fait pas de deuxième rappel. Pour l'instant, on en est au deuxième rappel. Si l'infection Covid, on l'a fait moins de 3 mois après le premier rappel, ce n'est qu'un seul événement immunologique, donc on fait un deuxième rappel, 3 mois ou 6 mois, en fonction de immunodéprimés plus de 80 ans, 3 mois, plus de 60 ans, 6 mois. Excusez-moi, pour les immunodéprimés, même le Covid, c'est 3 mois après un Covid? Oui. Ça peut être raccourci. En fait, c'est marqué 6 mois, peut être raccourci à 3 mois pour les immunodéprimés et personnes de plus de 80 ans. Je vous l'ai remis dans une autre façon, parce que c'est quand même, on se prend quand même souvent la tête. Donc, le premier rappel est recommandé pour tout le monde. Et le premier rappel, pour mémoire, c'était plus qu'à 3 mois de la primo-vaccination au final. C'était pas forcément ce qu'on avait fait, voilà, mais les recommandations, c'était à partir de 3 mois après la primo-vaccination, il faut faire son premier rappel. Donc, à chaque fois, le délai, c'est 3 mois. Ça, c'est pour tout le monde. Bon, je suis immunodéprimée ici. Vous voyez pas ce qu'il y a là, c'est les âges là. Donc, si je suis immunodéprimée, dans tous les cas, je fais mon deuxième rappel 3 mois après. J'ai plus de 80 ans 3 mois après. Et si j'ai plus de 60 ans, donc j'ai une indication à faire, j'ai une proposition de faire le deuxième rappel. Le deuxième rappel, lui, c'est 6 mois. Le premier, c'était 3 mois. Et c'est là où ils font les petits liens pour essayer de comprendre l'histoire de j'ai eu le vaccin, j'ai eu le Covid, je l'ai eu 15 jours avant, 15 jours après, 3 mois avant, 3 mois après. Donc quand c'était pour la primo-vaccination initiale, pour avoir 2 événements, il fallait qu'il y ait au moins 15 jours. C'était un peu ça, c'était l'année dernière, on en parlait. Vous avez eu le Covid, plus de 15 jours après, c'est comme si vous aviez eu un vaccin. Ça, c'est la primo-vaccination. Donc un vaccin plus le Covid, un vaccin, 2 vaccins, faut qu'il y ait au moins 15 jours d'écart. Ça, c'est la primo-vaccination. Le rappel, le premier rappel, on le fait au bout de 3 mois par le vaccin ou le Covid. Et donc, si c'est... Même moi, je m'y perds quand je leur ai expliqué, mais franchement, c'est la galère un peu. Celui-là, je trouve qu'il est quand même pas mal fait. Mais il y a les histoires quand même de moins de 3 mois, plus de 3 mois, qui ça sont un peu compliquées parce que quand moi j'étais restée un peu à 15 jours, 3 mois, j'avais l'impression que c'était très éloigné l'un de l'autre. Mais non, pour notre suite au premier rappel, si on fait le Covid 2 mois et demi après le premier rappel, c'est pas un nouvel événement immunologique, c'est ce même événement immunologique, donc on a droit au deuxième rappel 3 ou 6 mois après, en fonction de 6 mois après, peut-être raccourci à 3 mois. Je pense que c'était pour la gestion de nos stocks. Oui. C'est pour ça, avec 3 mois finalement, ça peut se ramener à 3 mois biologiques. Parce qu'à l'époque, on gérait les stocks. Oui, alors après quand même, la réponse immunologique à 60 ans, quand on est en bonne santé, elle est bonne. On n'a pas obligé de faire forcément... On va voir aussi un peu comment ça évolue, mais elle est quand même les formes qu'on revoit hospitalisées, ils sont quand même plutôt à 6 mois qu'à 3 mois. Bon, ça on n'en parle plus du tout, mais au début on avait 10 coups de fil par jour pour cette fameuse liste que nous n'avions pas et qu'on rêvait d'avoir, et maintenant c'est simple, on se pose plus la question. Bon, donc c'est la liste des contre-indications à la vaccination. Au final, c'est devenu assez simple parce qu'il y avait plein de choses qui étaient dedans qui ont été supprimées au fur et à mesure, puisqu'il fallait quand même vacciner tout le monde. Globalement, il y a les histoires d'allergie.
avec assez facilement des coups de fil aux allergologues pour confirmer que c'est vraiment une allergie qui contre-indique la vaccination ou pas. Bon, après des trucs comme donc le syndrome thrombotique et thrombocytopénique pour la vaccin Vaxzevria. Le PIMS post-Covid pour les enfants, ce n'est plus une contre-indication. C'est quand on le prend dans la liste, ça fait partie des contre-indications, mais j'ai bossé parce que je me suis mélangé tous les trucs pour me préparer. Et donc dans l'avis du 17 mars 2022, le PIMS post-Covid n'est plus une contre-indication, mais il faut attendre 3 mois avant de faire la vaccination. Myocardite ou myopéricardite associée à une infection Covid, ça reste une contre-indication. Et après, là, il y a un peu le flou qui fait qu'en vrai, on y met un peu ce qu'on veut quand même. Il y a les effets indésirables d'intensité sévère ou grave suite à une première injection de vaccin. C'est là où parfois c'est quand même un peu compliqué parce que ça a été très vraisemblablement favorisé par un événement immunologique, mais est-ce que si ça avait été un autre vaccin, il n'y aurait pas eu le même problème? Possiblement dans la grande majorité des cas, mais quand on a fait un événement indésirable grave suite à un Pfizer ou suite à un Moderna, parce que c'est souvent la question par rapport au vaccin ARN messager, on n'a pas trop envie de réavoir le vaccin en question. Donc en général, on fait une contre-indication pour la vaccination avec les vaccins ARN messager. Et donc sachant que sur les vaccins qui ne sont pas ARN messager, ça a aussi pas mal changé. C'est-à-dire que le vaccin d'AstraZeneca, actuellement on le fait pas, le vaccin de Johnson on le fait pas, donc il y a le Novavax qui est typique, donc dont les indications sont en primo-vaccination pour des personnes qui seraient contre-indiquées au vaccin ARN ou qui refuseraient le vaccin ARN, et c'est pas particulièrement recommandé pour les rappels. Bon, moi je le recommande. Les personnes qui ont eu un effet indésirable après un vaccin ARN, qu'ils ne veuillent pas ou qu'on leur contre-indique de le faire, je préfère qu'ils aient une dose d'un vaccin qui a un peu moins bonne réponse que pas de dose de rappel. Donc dans ce cas-là, on fait un rappel avec le vaccin Novavax. Actuellement. Ça c'est une recommandation. Pas encore. Pas encore. C'est la primo-vaccination qui est proposée. Et il y a marqué qu'il n'y a pas l'AMM pour les rappels. On pourra en discuter dans un comité de pilotage local peut-être. Mais bon, c'est ce qu'on fait. En fait, c'était ce qu'on faisait déjà en fait avec les autres vaccins auparavant. C'est-à-dire quand il y avait quand il y avait un événement indésirable grave avec un vaccin ARN messager, on proposait en fonction des autres vaccins un des autres vaccins pour continuer la vaccination. Il me semble qu'il vaut mieux avoir un rappel que de ne rien avoir du tout. Oui. Deux questions sur le Covid. Oui. Dans mon entourage, c'est-à-dire des gens entre 70 et 80 ans, qui ont presque tous eu 2 injections plus un rappel, presque tous attrapent Omicron. Il y en a plus qui ont eu Omicron que de gens dans mon entourage qui ne l'ont pas eu. Première question, quelle est l'efficacité du vaccin sur Omicron? Deuxième question, parce que ça a été discuté, vu qu'on n'a pas trop de formes graves avec Omicron, quelle est effectivement la gravité d'Omicron par rapport au Delta ou à la forme moins? Alors maintenant on parle même des différents variants au sein d'Omicron, des BA1, BA4, BA5. Oui, pour l'instant on ne sait pas trop, on n'a pas d'études encore pour nous dire BA4, BA5 exactement où c'est qu'on en est. La vaccination, elle est moins bonne, elle protège moins pour les infections avec le variant Omicron. Ce qu'on demande et ce qu'on a compris que maintenant on se contentait de demander à la vaccination, c'est de protéger contre les formes graves. Et c'est l'objectif de la vaccination, c'est de protéger contre les formes graves d'infection à Covid. Bien d'accord, mais il y a eu certaines polémiques pour savoir si Omicron donnait beaucoup moins de formes graves. On a l'impression que les formes sont moins graves et c'est ça qui en ressort pour l'instant. Mais il y a aussi des papiers qui disent que c'est quand même probablement la vaccination qui fait aussi qu'on voit moins de formes graves avec Omicron.
C'est qu'on est vacciné maintenant. Attendre les nouveaux vaccins qui vont arriver en septembre, qui seront contre Omicron et ses différents sous-types. Alors, tout est possible. Après, moi, à partir de 60 ans, je recommande de se faire vacciner. Je parle des gens qui ont déjà eu le premier rappel. Oui, tout à fait. Mais les personnes qui sont dans les critères d'avoir un deuxième rappel, s'ils sont à 6 mois de leur deuxième rappel, le temps que ça sorte et que ça protège contre les formes graves, et c'est ce qu'on demande au vaccin. Les 76 hospitalisations qui recourent, c'est des formes graves chez les populations à risque quand même. Alors non, c'est beaucoup, et quand même c'est ce qu'on a pas mal vu, c'est beaucoup de dépistage fortuit. Là, alors il recommence à y avoir des hospitalisations pour Covid qu'on n'avait quasiment plus ces dernières semaines. Et là, on recommence à avoir des patients qui sont vraiment hospitalisés. Et le principal motif d'hospitalisation, c'est un Covid. Après, pas forcément une forme respiratoire sévère, mais une personne âgée, désorientée, qui chute, mais vraiment qui s'altère le problème et le Covid. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour autre chose et on leur fait une PCR, elle est positive. Oui, là quoi. Oui. Une question pratique. Pour quelqu'un qui est de 45 ans, en bonne santé, sans facteur de risque, qui attrape le Covid avant vaccination l'année dernière, après, il voulait se vacciner, mais ce n'était pas possible parce qu'il avait eu le Covid. Attendre 6 mois. À la fin de ces 6 mois, il attrape encore le Covid une deuxième fois sans se faire vacciner. Deuxième fois Covid. Comme on a raccourci le temps à 4 mois, pas de chance, il attrape une troisième fois le Covid sans se faire vacciner. Quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'on vous conseille de se vacciner? Oui, à 3 mois. C'est ça. En fait, oui, à 3 mois. Ce serait bien qu'à un moment il se fasse vacciner, mais après il le fera peut-être. Il y en a, ça les arrange bien de faire les Covid tous les 3 mois. La vaccination n'est pas à soi-même une vaccination beaucoup plus efficace. Il faudra peut-être coupler avec les recherches sur le Covid long. On a un parcours Covid long, ce serait intéressant. Il y a Marc Lagrenier qui fait de la recherche. Il faudra voir si les patients qui n'ont pas été vaccinés font plus de Covid long que les autres. Vous parlez de quelqu'un qui est en fait santé. Il n'y a pas de symptômes. Pas de séquelles, rien de Pas de séquelles. Et ça serait intéressant quand même de voir les recherches, des analyses sur le Covid long. Oui, alors là aussi c'est compliqué parce que c'est très hétérogène le Covid long. Il y a le Covid long des personnes immunodéprimées pour lesquelles vraiment, par exemple, les personnes qu'on voit beaucoup qui font des formes graves ou qui finissent en réa et qui ont des taux de mortalité, c'est les myélomes, par exemple, avec certains traitements immunosuppresseurs qui font ce qu'on peut considérer des Covid longs, c'est-à-dire qu'ils ont une infection virale persistante qui dure pendant des semaines et des semaines et pour lesquelles, par exemple, pour certains, on fait du plasma de convalescent, des choses comme ça. Ça rentre certains rentrent dans la définition du Covid long. Et après, il y a aussi des personnes fatiguées après le Covid, et après, il y a des personnes essoufflées, il y a des personnes qui ont des péricardites qui traînent, et c'est très très hétérogène comme maladie. Quel est le schéma pour Novavax? Pour l'instant, c'est juste une injection? Non, il y a un rappel à... Je me le suis marqué parce que je me suis doutée que j'allais avoir des cols. J0, J21. Donc, pour information, il y a l'HAS qui avait été sollicité pour un peu voir comment ils pouvaient prévoir l'avenir de la vaccination Covid. Et donc, ils ont fait un communiqué de presse avec un peu des différents scénarios et les hypothèses de ce qui peut nous attendre pour les prochains mois. Et donc, avec 3 scénarios. Un scénario de base où ils décrivent une reprise épidémique avec donc le virus qui poursuit son évolution, l'immunité qui baisse au cours du temps, mais qui reste suffisante contre les formes graves et les décès pour une majorité de la population, et avec des pics de transmission qui font une reprise épidémique périodique, donc ce qui paraît le plus probable. Et donc là, une stratégie vaccinale qui serait probablement une campagne de rappel vaccinal pour les populations à risque, avec un objectif de réduire la morbimortalité. Et après, ils ont fait 2 autres scénarios. Un scénario optimiste, c'est-à-dire un retour à la normale, avec les futurs variants qui sont de moins en moins sévères, une immunité qui est maintenue contre les formes graves, et donc une stratégie qui serait une campagne de rappel vaccinal pour les personnes immunodéprimées
dans le cas d'une décision médicale. Donc pareil, même objectif, réduire la morbimortalité. Et un scénario plus pessimiste avec l'émergence d'un virus qui serait plus virulent, qui du coup entraînerait une baisse de l'immunité contre les formes graves, donc des décès, de nouvelles vagues épidémiques. Et là, la stratégie serait très vraisemblablement campagne de rappel vaccinal pour la population générale, avec une priorisation, comme on l'a vu, pour les populations les plus à risque. L'objectif là, du coup, c'est plus le même. Il y a réduire la morbimortalité, mais aussi réduire la diffusion de l'épidémie et maintenir les besoins vitaux de fonctionnement du pays. Donc, ce qu'on imagine plutôt quand on s'oriente vers le scénario 2, mais bon, en fait, on ne sait pas trop et tout est possible. Et je voulais juste vous redire aussi quand même qu'il y a un traitement curatif qui peut être prescrit en ville simplement pour les Covid légers à modérés. Globalement, les Covid qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui ne sont pas hospitalisés pour un besoin d'oxygène, parce qu'on peut aussi le prescrire pour les patients hospitalisés qui sont hospitalisés pour autre chose. C'est un traitement qu'il faut débuter précocement dans les 5 premiers jours et c'est un traitement qui est recommandé soit pour les personnes qui sont sévèrement immunodéprimées, donc a fortiori si on sait qu'elles ont pas ou mal répondu à la vaccination, et aussi pour les personnes qui sont non immunodéprimées mais qui ont des facteurs de risque de forme grave, donc les personnes de plus de 65 ans qui ont des facteurs de risque, donc diabète, obésité, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, donc la liste habituelle qu'on retrouve sur les facteurs de risque de Covid. Et ces personnes-là, surtout, mais là actuellement c'est ce qu'on voit, des personnes qui sont pas vaccinées ou qui ont un schéma incomplet, globalement les personnes qui sont à 6 mois de la dernière dose, vraiment c'est recommandé de leur prescrire ce traitement qui a quelques contre-indications qui sont un peu contraignantes pour décider ou pas de l'indication du traitement. Bon, l'insuffisance rénale sévère, l'insuffisance hépatique, mais en fait le souci c'est les interactions médicamenteuses parce que dedans il y a du ritonavir qui est un traitement qu'on utilise pour les personnes qui sont infectées par le VIH et c'est un traitement qui a beaucoup d'interactions médicamenteuses et donc la liste des contre-indications est assez grande. En fait, quand même, souvent, il y a des traitements qu'on peut interrompre le temps du traitement ou un peu plus. Et notamment, le site que je vous recommande, c'est le Covid Drug Interaction. C'est l'université de Liverpool. C'est le même site qu'il y a pour les interactions avec les traitements antirétroviraux. Et il est vraiment bien fait. En fait, vous mettez le traitement, vous mettez les différents traitements que vous voulez associer. Et alors, il mouline un petit peu pour le Paxlovid, je trouve, mais il vous dit vert, orange, rouge, je crois que c'est le code couleur, mais surtout il vous dit potentiellement la statine, vous pouvez la suspendre et la reprendre quelques jours après, c'est contre-indication formelle, voilà. Donc ça aide quand même pas mal parce que en vrai c'est la principale question quand il y a quelqu'un qui a un risque de faire un Covid sévère, globalement il faut lui prescrire du Paxlovid et la grande question c'est est-ce qu'il a une contre-indication médicamenteuse la plupart du temps. Maintenant il est en pharmacie de ville, en pharmacie hospitalière aussi, sur une ordonnance simple, et il y a juste une adaptation si jamais il y a une insuffisance rénale. Donc c'est juste à bien expliquer aux patients parce que le packaging fait que c'est pas des plus évidents parce qu'en fait on prend 2 comprimés de l'un, un de l'autre le matin et le soir pendant 5 jours. S'il y a une insuffisance rénale, on prend plus que 1 et 1 matin et soir. Bon voilà, faut juste oui. C'est pour ne pas aux oxygéno-requérants. Parce que ça n'a pas montré d'efficacité dans ces groupes-là de réduction. Ouais. En fait, c'est vraiment pour prévenir les formes sévères de Covid. Et donc souvent, les critères d'ailleurs, c'est est-ce qu'ils finissent sous oxygène à l'hôpital. Voilà pour le Covid. Et juste pour terminer, oui. Oui. On s'est aperçu en pneumologie qu'on a eu quelques patients, je ne vais pas dire beaucoup, mais qui ont fait des infections ou des surinfections post-Covid et post-vaccinales aussi. Alors je ne sais pas, ma question c'est de savoir des études
plus large. Est-ce qu'on a montré qu'il y a eu une immunodépression post-vaccinale ou post-infectieuse avec le SARS-CoV-2? Alors, c'est quoi des infections post-vaccinales? C'est des infections de quoi? Pneumocoque, mais même également d'autres infections de type viral, parce qu'on a eu l'hémophilus, on a eu des... Alors, d'accord. Alors, à ma connaissance, c'est pas particulier. Oui, d'accord. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de choses particulièrement là-dessus post-vaccination. Après, post-Covid, oui, bien sûr. Des surinfections, ça c'est bien documenté. Et d'ailleurs, quand il y a une surinfection sur un Covid, l'antibiothérapie recommandée, c'est l'Augmentin. C'est un peu sur le principe de la grippe, hein, c'est un peu les mêmes choses, mais notamment il y a de l'hémophilus, du staphylocoque qui surinfectent les Covid. Après, il y a quand même tout un tas de désordres post-vaccination, mais d'ordre infectieux grave, pas à ma connaissance. En tout cas, ça ressort pas et notamment, j'avais refait un point un peu à NSM, ça ressort pas dans les choses à surveiller. En coup. Plus qu'ailleurs. Oui. Et donc là, c'était juste un peu pour parler de quelques points pratiques, de questions qu'il y a pendant la vaccination de cet ordre-là. Alors juste comme je crois que je ne l'ai pas marqué, juste pour rappel, il y a toujours la question un peu de qu'est-ce qu'on peut faire comme vaccin, qui avec quoi. Globalement, tout ce qui est contre-indiqué, ce qu'on n'associe pas avec le reste, c'est les vaccins vivants. Mais après les autres, on peut les associer en même temps. Jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait certains vaccins inactivés que on faisait pas celui-là avec celui-là. En fait, globalement maintenant, tous les vaccins inactivés, on peut tous faire des injections en même temps. Donc il n'y a pas de contre-indication sur les co-administrations. Ça c'est souvent une question. Après, alors c'était pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de sources où on peut trouver des informations sur des questions récurrentes, notamment autour de toutes les polémiques vaccinales. Et donc sur le site de la SPILF, c'est le site infectiologie.com, il y a des fiches assez bien faites, mais qui sont pas toutes renseignées, mais notamment par exemple sur les données vaccination hépatite B, sclérose en plaques, des trucs sur aluminium, myofasciite à macrophage. Voilà, il y a un peu des trucs bien menés avec des informations médicales, d'études qui ont été menées sur le sujet pour répondre aux questions des patients et aux doutes et aux inquiétudes des patients sur ce domaine-là. C'est un petit mot quand même pour parler de l'extension des compétences vaccinales, avec donc depuis cette année un élargissement des compétences vaccinales, de vaccination pour infirmiers, pharmaciens et sages-femmes. Donc globalement pour tous les vaccins, pas les vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées, et tout récemment pour les enfants aussi en fait. Donc c'était tout pour les plus de 16 ans, mais en fait ça va être également à partir de 2 ans. Mais c'est tout récent, hein, c'est du 28 juin. Donc l'objectif c'est de vacciner un maximum. Oui. Oui, alors pour l'instant c'est un décret, donc on n'a pas la compétence de rédiger les ordonnances. Voilà, c'est ça, mais bon. C'est qu'un décret pour l'instant. Voilà. Et pareil, celui du 28 juin pour les enfants, la même façon, hein, c'est pas encore, mais bon, c'est quand même pour les prochains, assez rapidement, logiquement, que les vaccins puissent être prescrits et effectués. Donc à part quelques petites spécificités par les infirmières, les pharmaciens et les sages-femmes. Les sages-femmes qui pouvaient déjà faire, je crois, le premier mois pour l'hépatite B, le BCG, qui pourront faire jusqu'à un âge plus avancé. C'est vraiment l'objectif d'étendre la vaccination par les différents professionnels. Là, je vous ai juste remis la liste des différents vaccins et des différents noms commerciaux qui sont actuellement commercialisés. Donc je ne vais pas y revenir, mais c'est comme ça, vous l'aurez, puisque je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, vous pourrez avoir mon diapo, donc vous l'aurez.
Et là, c'est le tableau qui reprend un peu beaucoup de choses qu'on a dit. Alors c'est un peu compliqué toujours dans ces topos-là de pas faire que dire les points les uns après les autres, mais donc bon voilà, il y a un petit résumé de beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui, des choses, je vous ai pas parlé du cas contact, méningo et compagnie, mais vous avez toutes les informations dans le calendrier. Et notamment, donc dans les calendriers aussi, quand même, vous avez les sites mesvaccins.net et Infovac France quand même qui sont bien faits et qui donnent plein d'informations, et notamment dans les cabinets pour le suivi des calendriers vaccinaux. C'est quand même bien pratique, mais c'est des sources d'informations fiables, et c'est pas mal aussi de pouvoir donner des sources aux patients, parce que c'est quand même un peu chronophage parfois à la vaccination de discuter de ça très très en détail, et parfois de pouvoir proposer des sources fiables, c'est quand même une solution intéressante. Donc voilà, je vous remercie, et donc juste un petit mot pour quand même pour vous expliquer l'organisation de l'infectiologie maintenant sur Tarbes et Lourdes. Donc juste pour vous dire que on est une équipe médicale d'infectiologie où on est 3 médecins, donc Simon Alic, Gaspard Groutot et moi-même, où on intervient sur les 2 hôpitaux de Tarbes et Lourdes, mais on est également joignable pour les médecins, pour tout le monde en fait, les pharmaciens, quoi, pour qui veut en fait, pour des conseils en infectiologie. On a un numéro direct que vous avez là, et on a aussi une boîte mail, donc des fois quand c'est pas urgent et que voilà, le soir vous faites le point sur vos dossiers, sur vos vaccins ou autre chose, vous pouvez nous envoyer un mail aussi. Et après, pour comprendre l'organisation, c'est un peu compliqué là entre Tarbes et Lourdes, mais en fait le service de maladies infectieuses, il est rattaché au service de médecine polyvalente qui est à l'hôpital de Lourdes. Donc le service est sur l'hôpital de Lourdes, et après on consulte et on fait des consultations d'infectiologie sur les 2 sites, sur Tarbes et Lourdes. C'est Gaspard Groutot et moi qui faisons des consultations d'infectiologie sur les 2 sites. Voilà, donc si vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas. Et voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'ai essayé de tenir le timing, mais... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.